Bonjour à tous et merci d'être avec nous comme d'habitude. Nous sommes jeudi, je sais, pour certains c'est un jour férié, mais la vie continue. Et aujourd'hui, l'émission sera un petit peu spéciale puisque nous aurons que nos chroniqueuses qu'on ne voit pas souvent, assez souvent. Et donc, celles qui ont raté des coups, elles seront là. On va commencer tout à l'heure avec Caroline Alix. Bonjour. Bonjour, Danick. On parlera avec elle des hauts potentiels. Bien. Un peu plus tard, on parlera de la place de la femme artiste dans l'industrie musicale avec Sandy Kelly, qui est venue avec deux chanteuses. On saura un petit peu dans l'industrie musicale guadeloupéenne le rôle ou la place de la femme réellement dans cette industrie. Et on va terminer avec Edith Evrilus, sa chronique d'Edith. Edith, c'est une naturopathe. Probablement, elle vous donnera encore de bons conseils. Sinon, bien, bon jeudi. Certaines font le pont, on m'a dit. Enfin, demain, vendredi, la vie continue pour tout le monde, et y compris pour Caroline. Tout de suite générique, c'est parti. Caroline, je disais que on est aujourd'hui, on essaie d'apaiser les relations et même la journée est assez calme aujourd'hui sur les routes, par exemple. Mais en relisant ton ouvrage, tu abordes à la fin un thème quand même qui interpelle, ce qu'on appelle les hauts potentiels avec leur entourage. Alors, pour les gens qui ne savent pas, c'est quoi un haut potentiel? Alors, j'aime pas du tout le terme galvaudé de surdoué parce que ça sous-entend une supériorité sur l'autre, ce qui n'est pas du tout le cas chez le haut potentiel. Il est avant tout hypersensible. Et cette hypersensibilité crée beaucoup d'inconfort dans sa vie et beaucoup d'instabilité émotionnelle. Et c'est loin d'être un cadeau. Ah bon, mais alors, on parle des gens qui sont quand même, il y a quand même des gens qui sont surdoués, qui sont très doués, qui ont un potentiel supérieur aux autres, quand même, ça existe, oui? Oui, mais c'est souvent lié à une instabilité des représentations du monde, parce que haut potentiel, ça veut dire quoi? Ça veut dire vitesse de compréhension très, très élevée, et ça veut dire intensité des ressentis, de la sensitivité accrue et aiguë. Ça veut dire qu'ils reçoivent des informations en plus grand nombre et ils n'ont pas forcément le temps de les traiter sur un plan émotionnel parce que ça vient bouleverser des équilibres. Ça veut dire qu'avec ce genre de personnes, il faut faire attention? Oui, il faut faire attention. Mais c'est eux qui doivent faire attention. Voilà. L'intérêt pour moi pour ce thème, c'est d'encourager les gens à se faire tester. Parce qu'il y a de plus en plus de méthodes aujourd'hui pour les aider à garder l'équilibre et la stabilité de leur représentation du monde. Oui. Alors, pourquoi donc les représentations du monde du haut potentiel sont-elles quelquefois instables, voire même anxiogènes? Ça peut être anxiogène, pourquoi? Parce que son intelligence, elle est structurée par groupe systémique. Oui. Et en fait, il se raccroche entre eux et il va perdre la conscience des étapes intermédiaires. Et donc, quand on lui demande de transformer un groupe systémique, ça prend énormément d'énergie. Il peut être tenté de résister à ces informations qui viennent le bousculer, le déstabiliser, ou alors faire des colères ou se renfermer sur lui-même parce qu'il perd un petit peu pied par rapport à ces informations. Et ces gens, bon, on va quand même pas dire que ces personnes sont dangereuses quand même, non? Elles sont parfois excessives. Pourquoi? Parce qu'elles peuvent, dans ces rigidités, ces moments de rigidité où elles vont vouloir protéger un système logique très sophistiqué et très élaboré, en voulant protéger ce système, ils peuvent parfois être méchants avec les autres ou en colère. Et là, pour le coup, leurs stratégies sont très fines et très adaptées et ça peut faire mal de rester autour d'eux. Alors, comment on fait alors pour apaiser, si besoin, les crises d'angoisse des gens qui ont de haut potentiel? Parce que ce sont quand même des êtres humains, ils peuvent avoir aussi des crises d'angoisse.
Ben oui, donc moi, par rapport à cette population qui a plus besoin, c'est-à-dire que ça peut être un luxe d'apaiser des émotions pour la majorité des gens, mais pour eux, ça devient une clé d'équilibrage vitale au quotidien. L'idée, c'est qu'ils arrivent à gérer les bouleversements émotionnels que crée l'instabilité de leur représentation du monde, de pouvoir les gérer en secret, seuls avec eux-mêmes, en utilisant les méthodes, tout simplement la méthode qu'on peut apprendre quand on est médiateur, comme on le fait avec les avocats du barreau de la Guadeloupe à l'association AMAC. Oui, justement, on va en parler parce qu'il y a un ministre qui était de passage ici, qui a beaucoup parlé de la médiation. De la médiation, il semble que c'est un système qui semble se développer beaucoup en ce moment. Oui, c'est important. Oui. Alors, autre question, pourquoi beaucoup de personnes ignorent cet état, cette problématique d'hypersensibilité? Déjà, il faut se faire tester, c'est pas évident, et puis ça implique d'admettre au départ qu'il y a un certain déséquilibre par moment, et c'est pas toujours très valorisant. Donc il y a des évitements par rapport à cette problématique, et surtout il n'y a pas vraiment de solution. Aujourd'hui, les psychologues ne sont pas particulièrement formés, sinon Jeanne Siofaquin qui a fait un livre parce qu'elle a accompagné des hauts potentiels. Un livre très intéressant qui permet déjà de repérer si on est concerné par cette problématique ou pas, parce qu'elle décrit de manière très simple l'univers du haut potentiel qui est particulier. Ça veut dire qu'il y a des tests, comme on dit, il y a des tests d'intelligence, il y a des tests pour déterminer l'hypersensibilité. Oui, en fait, la problématique, elle est masquée. On la découvre quand on comprend qu'on sait, mais on ne sait pas dire pourquoi on sait. Ce sont tous ces systèmes intermédiaires de raisonnement logique qui passent à la trappe du champ de la conscience. Oui. Il n'y a que des tests qui peuvent savoir si, à la fin, les raisonnements sont justes ou pas justes, et les niveaux de fulgurance avec lesquels le haut potentiel va arriver au bon résultat, sans comprendre pourquoi alors, il sait, mais il ne sait pas pourquoi il sait. D'accord. Alors, il y a quand même quelque chose qu'on appelle la pensée intuitive. C'est ça. Qu'est-ce que c'est exactement? Mais justement, c'est toutes ces zones d'ombre pour lui qui échappent à son champ de conscience. J'appelle ça la pensée intuitive, c'est-à-dire qu'il ressent vaguement qu'il faut aller là, ou que le résultat d'une équation mathématique, ça va être ça, mais il est incapable de détailler précisément pourquoi. En fait, c'est comme si s'il devait adopter un mode plus normal et plus adapté aux autres, c'est comme si on devait l'obliger à descendre d'un arbre sans savoir sur quel pied il devait poser des branches. Et donc, il est dans une espèce de solitude et de confusion qui le marginalise, et c'est une souffrance. Alors, si je comprends bien, il faut probablement encourager ces gens, les hypersensibles, à se faire tester, mais comment faire? Il y a des psychologues qui font des tests. Il y a différents tests proposés par des psychologues. Alors, c'est payant, mais ça vaut le coup. Pourquoi? Mais parce qu'aujourd'hui, il y a des techniques de développement personnel qui permettent, grâce à l'association du triangle dramatique de Karpman que j'évoque dans toutes mes émissions, et l'étude des besoins de la communication non violente, l'association des deux permet au haut potentiel de gérer par lui-même et tout seul ces moments de glissement parfois très inconfortables pour lui et son entourage. Alors, est-ce qu'on peut conclure en disant qu'on est trop intelligent, on ne peut pas être heureux? C'est le titre du livre de Jeanne Siofaquin, c'est vrai. C'est vrai que trop d'intelligence empêche une certaine cohérence parce que le monde est paradoxal, le monde est confus et le monde n'est pas toujours ordonné. Il y a part de désordre, et ça ne rentre pas dans ces cases à lui qui sont complexes, et ça peut créer des isolements. Alors, on va revenir un peu sur la visite du ministre du garde des Sceaux. C'était, je ne sais pas si on a encore le sujet là. Oui, on a le sujet. On va revoir le sujet et après on va commenter un peu. Alors, je vous rappelle. J'ai tenu à rendre visite au personnel pénitentiaire ici à Baie-Mahault. D'abord, pour lui témoigner mon soutien. Je leur ai dit, et c'est une réalité, que je suis fier d'être leur ministre. Certains d'entre eux ont été décorés ce matin. Certains d'ailleurs pour des actes de bravoure. C'est vrai que c'est très difficile d'être agent pénitentiaire, que la promiscuité fait que les tensions et parfois les violences constituent, hélas, le quotidien du personnel pénitentiaire. C'est la raison pour laquelle j'ai d'abord souhaité les revaloriser d'un point de vue catégoriel, et c'est un hommage que la République leur devait. Les catégories C sont passées en B et les B
vont passer en A. Ça, c'est sur le plan catégoriel. Reste la question, évidemment, de la surpopulation carcérale, et c'est la raison pour laquelle, ici, vous l'avez vu, nous sommes venus lancer la construction d'une extension qui a vocation à recevoir 300 détenus, et nous aurons terminé ces travaux en 2026, et l'État s'est engagé ici à hauteur de près de 44 millions d'euros. Voilà la raison, les raisons de ma visite cet après-midi. Je suis très fier d'avoir posé ce premier parpaing, et puis on va surveiller ces travaux de près parce qu'ils sont absolument indispensables pour l'administration pénitentiaire, pour BMAO, pour l'ensemble des personnels à qui je veux une fois encore témoigner ici ma gratitude. Ils sont, mesdames et messieurs, la troisième force de sécurité de ce pays. Et il faut impérieusement que l'on améliore les conditions de détention des détenus, conditions de détention plus dignes, mais également qu'on améliore les conditions de travail des personnels pénitentiaires, l'un, bien sûr, n'allant pas sans l'autre. Alors, on va revenir un petit peu en arrière sur le premier jour de sa visite, puisque Dupond-Moretti s'est rendu au palais de justice de Pointe-à-Pitre, au tribunal, et il y avait là une foule de personnes qui ont posé des questions, et puis à la sortie, il a eu l'occasion de faire quelques déclarations, notamment sur le nombre de magistrats qui allaient venir en Guadeloupe, et aussi avant, il avait parlé de beaucoup de la médiation qui devient, je le disais tout à l'heure à Caroline, un moyen supplémentaire pour la justice. On regarde ce reportage qui date déjà de 2 jours. Les jours qui viennent au Parlement. Il n'était pas question pour moi, bien sûr, que l'on oublie les ultramarins. Je suis en Guadeloupe aujourd'hui, à Pointe-à-Pitre. Demain, je serai à Basse-Terre. Et je voudrais vous dire 2 mots, notamment du budget exceptionnel qui va être présenté au Parlement. Il s'agit d'une loi de programmation qui envisage une augmentation, un investissement supplémentaire de l'ordre de 7,5 milliards d'euros d'ici 2027. Avec cet argent, nous allons embaucher 1500 magistrats supplémentaires, 1500 greffiers supplémentaires et des contractuels qui vont désormais s'appeler attachés de justice et qui vont venir aider les magistrats dans leurs tâches au quotidien. Puis c'est aussi pour moi l'occasion, naturellement, de rencontrer les magistrats de Pointe-à-Pitre et de les féliciter chaleureusement. Demain, je serai à Basse-Terre, je ferai un certain nombre d'autres annonces au tribunal judiciaire, mais également à la Cour d'appel en présence de monsieur le Premier Président et de monsieur le Procureur Général. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je voulais dire. Et ici, spécifiquement, nous allons envoyer 4 magistrats supplémentaires d'ici septembre, parce que la justice, c'est vrai, a besoin de moyens, parce que la justice a été abandonnée depuis 30 ans et qu'il faut naturellement que nous apportions des personnels supplémentaires. La justice en a besoin, la justice le mérite, et nos compatriotes attendent du service public de la justice qu'au fond, la justice soit plus proche d'eux et plus rapide. Voilà l'objet de mon déplacement. Si l'on apporte des moyens supplémentaires en matière d'informatique, si l'on apporte des personnels supplémentaires, est-ce que vous pensez que c'est utile à la justice? Je vous retourne à la question. Ou que c'est indifférent? Bien sûr que c'est utile à la justice. C'est le but. Le but, il est double, voyez-vous. Soulager les magistrats, les greffiers, les agents administratifs d'un travail qui est considérable. Et puis également, ne pas oublier le justiciable, parce que la justice, c'est une institution fondamentale dans notre pacte social. Et ce que disent les Français dans le cadre des États généraux de la justice, c'est que la justice est trop lente. Et comment accélérer la justice? C'est lui donner les moyens dont elle a besoin et qu'elle mérite. Voilà, on a fait un petit retour. Alors, globalement, on ne va pas commenter tout ce qu'il a dit, mais je voulais revenir, Caroline, sur la question de la médiation, parce que je sais que c'est un sujet que vous connaissez particulièrement et que vous essayez d'introduire progressivement à petite dose en Guadeloupe. Comment on peut expliquer à des gens qui ne savent pas ce qu'est la médiation par rapport
j'ai envie de dire, au commun des mortels, c'est-à-dire on appelle un avocat, on a une affaire, et puis boum, on va au tribunal, on se fait juger, etc. C'est une question très intéressante, Danick. Il faut savoir que nos magistrats en Guadeloupe, à Pointe-à-Pitre ou à Basse-Terre, ils ont vraiment à cœur que la justice s'humanise. Oui. Et pour ça, il faut que le justiciable y mette du sien. On ne peut pas tout traiter dans un tribunal, ce n'est pas vrai. L'application stricte d'une règle de droit n'est pas forcément respectueuse des hommes. Et ça, c'est pas de la faute de nos magistrats et c'est pas la faute des confrères. Il faut savoir qu'est-ce qu'on va soumettre au débat dans un espace judiciaire. L'espace judiciaire, il cloisonne, il isole. Il est basé sur une fiction probatoire qui n'est pas forcément vraie, qui n'est pas forcément aussi complexe que la réalité de ce que les gens traversent. On ne peut pas mettre dans un dossier tous les aspects de vie dans une affaire. C'est pas possible. Voilà. Donc forcément, il y a des moments, la justice, à la fin, elle ne sera pas satisfaisante. Et tous les auxiliaires de justice, eux, le savent. Et donc, la seule alternative pour échapper à ce système qui isole et qui broie et qui tranche, parce que c'est le seul moyen d'avoir un peu de paix sociale, il n'y en a pas d'autre, c'est nécessaire. Et c'est bien que le ministre il l'ait rappelé, qu'il faut lui donner des moyens. Il y a quand même, on va dire peut-être 40% des situations de conflit qui peuvent être gérées avec juste un petit peu d'intelligence émotionnelle, un peu d'humanité. Essayer de lâcher avec sa rigidité dans ses représentations du monde pour un petit peu embrasser les besoins de l'autre personne en face de nous, peut-être lâcher avec ce qu'on veut pour définir des nouvelles stratégies plus en phase avec les besoins de tout le monde, c'est un effort qu'on peut faire en médiation et ça coûtera de toute façon beaucoup moins cher, même si ça ne marchera pas toujours, ça coûtera toujours beaucoup moins cher qu'un procès parce qu'au pire, ça ira un peu moins mal qu'avant. Alors, de par votre expérience, Caroline, en tant qu'avocate, vous avez commencé à utiliser la médiation peut-être avant même de venir en Guadeloupe. Comment ça progresse d'une manière générale dans le milieu des avocats ? Alors, et de la justice d'une manière générale. Ça progresse avec une condition nécessaire mais pas suffisante qui est les injonctions de médiation des magistrats. Nos juges aujourd'hui ont un pouvoir d'ordonner des médiations dans des dossiers dans lesquels ils sentent que ça va être plus bénéfique de protéger le système, l'environnement de la personne que d'appliquer une règle de droit en donnant raison à l'un ou à l'autre. Et on a aujourd'hui vraiment le soutien des magistrats pour, non pas, c'est pas du tout une démission, c'est du respect des gens. On veut une justice plus humaine, on a les moyens de faire de la justice plus humaine, mais il faut que les justiciables s'ouvrent à une discussion avec l'autre, une espèce de reconnaissance de l'autre à part entière. Alors, j'ai quand même envie de poser cette question. Est-ce que les avocats, d'une manière générale, en Guadeloupe ou en France, sont suffisamment intéressés, entre guillemets, les magistrats, sur la question de la médiation? Est-ce qu'ils sont formés ou bien est-ce qu'on devient médiateur, j'ai envie de dire, par l'esprit du Saint-Esprit? C'est très intéressant. C'est-à-dire que les confrères, ils sont obligés de gérer dans leur cabinet une certaine dimension émotionnelle du conflit, du drame, en fait. On arrive avec des personnes choquées au tribunal, des personnes écroulées, des personnes qui sont complètement impuissantes. Dans des phases de leur vie où tout leur échappe, elles vont forcément pas bien. Donc on a naturellement un accompagnement pour lequel on n'est pas formé dans nos écoles, puisqu'on est formé qu'à faire du droit. Oui. Donc on acquiert des compétences pour gérer ça selon notre sensibilité aux uns ou aux autres. Oui. Mais on n'est pas forcément formé à gérer une relation, ça n'a rien à voir. Oui. Le rôle du médiateur, c'est de plonger dans une relation qui à un moment donné est devenue toxique. On apprend, quand on est formé à la médiation, à écouter différentes représentations du monde, à les accepter, à les laisser rentrer en nous pour essayer de créer un espace et un processus d'évolution de son regard sur l'autre, de son regard sur le conflit. Et même si on n'a pas une solution tout de suite, ça permet de calmer les choses et de faire baisser l'agressivité entre deux personnes de manière considérable. Alors, on va terminer là-dessus. Le ministre a annoncé l'arrivée de 4 magistrats et il disait que la justice est beaucoup trop lente. C'est un peu le sentiment de l'avocate que vous êtes? Ah oui, moi je suis très contente pour les présidentes de juridiction qui appellent de leur vœu plus de moyens depuis un certain temps. Je pense que c'est un signe fort de soutien à la Guadeloupe voilà, pour les ultramarins. Et il était temps parce que les juges, ils ont beaucoup de mérite, parce qu'ils ont beaucoup d'affaires.
et ils font un travail incroyable pour essayer de maintenir cette paix sociale. Le ministre parlait du contrat social, oui. Mais c'est un sacré poids, une sacrée charge de pouvoir faire en sorte de maintenir la paix sociale sur un territoire. Merci Caroline pour cette double chronique. On revient à pas un accident, quelque chose qui s'est passé dimanche dernier. On a annoncé la mort d'une femme au volant de sa voiture tuée d'une balle. Ça a été dit sur tous les médias, sauf ici. Et on se rend compte après que le procureur s'est rendu sur place, les gendarmes ont fait leur enquête. Et finalement, ce décès brutal n'est pas dû à ni une rafale de mitraillette, ni un coup de fusil, ni une balle tirée à la tête, mais bien autre chose. On rôde le sujet. Comme j'ai déjà pu l'indiquer au niveau des médias, mais en étant très prudent, nous avons malheureusement eu à constater le décès d'une dame de 44 ans à Gourbert dimanche soir, soit le 14 mai. La section de recherche au regard des premiers éléments d'enquête a été saisie par mes soins, la section de recherche de la gendarmerie de Pointe-à-Pitre. Et nous avons mené des investigations très rapidement pour essayer de comprendre les circonstances de ce décès. J'ai toujours dit qu'il y avait dans ces circonstances-là beaucoup de questions posées et les actes d'enquête qui ont été menés, et je pense notamment à des questions qui ont été posées auprès de structures spécialisées de la gendarmerie, je pense notamment à l'IRCGN, mais aussi l'autopsie de cette victime qui a été faite ce matin, me permettent aujourd'hui de dire qu'on n'a pas un usage d'armes à feu qui a entraîné le décès de cette personne. C'est une certitude aujourd'hui. On a malheureusement une autre hypothèse de travail qui a pris de l'ampleur au fil des heures de l'enquête. On a une hypothèse de travail comme quoi un projectile interne au véhicule conduit par cette victime a touché cette victime au niveau de la tête. Projectile interne qui, selon les premiers éléments qui m'ont été communiqués et qui sont affinés au fil des heures, pourrait être lié à un airbag défectueux. Un projectile en ferraille a été retrouvé au niveau du crâne de la victime, projectile en ferraille qui manifestement est dans la structure de l'airbag. Les pompiers parlent d'une enquête judiciaire, ce qui m'étonne un peu. Les pompiers ont parlé effectivement très vite, probablement d'ailleurs plus vite que moi, mais les pompiers ont évoqué une hypothèse criminelle. Il y a un impact sur le pare-brise, mais cet impact, au regard des constatations et des éléments que je connais aujourd'hui dans le cadre de l'enquête en cours, me permettent de dire que cet impact ne résulte pas d'une arme à feu, d'un projectile d'arme à feu. Cet impact peut correspondre, selon quelque chose que l'IRCGN va travailler, avec probablement aussi un expert qui sera requis par mon parquet pour analyser cet événement. Cet impact peut correspondre aussi à un autre projectile de l'airbag qui aurait été de l'intérieur du véhicule vers l'extérieur et qui aurait provoqué ce trou assez impressionnant de mémoire de 3,5 cm. Ce trou impressionnant, mais encore une fois, les services qui ont été les premiers à intervenir, les pompiers que je respecte beaucoup dans leur action, n'ont pas, je le répète, à se mêler d'une action judiciaire et à communiquer des informations qui ne sont pas confirmées par le procureur que je suis ou bien par les services d'enquête. C'est gênant parce que derrière, il y a des familles. Avant de vous recevoir, j'ai reçu la famille de cette malheureuse victime, un compagnon, une fille, et c'est vrai que j'ai pu très facilement prendre conscience que les informations qu'ils ont pu lire dans la presse écrite ou orale n'ont pas été des informations qui leur ont fait du bien. Voilà. Comme quoi, il faut faire attention à ce qu'on annonce très rapidement. On nous demande un incident. Voilà, il est exactement 2h54. On prend la première pause et on se retrouve tout à l'heure avec Sandy et ses invités pour ce débat sur la place de la femme dans l'industrie musicale guadeloupéenne. À tout de suite. Voilà, retour sur le plateau du ZCL News. Aujourd'hui, Sandy est de retour. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Qu'est-ce qui s'est passé? Obligation professionnelle, Danick. Oui. Je travaille. Ah bon, parce que ici, là, c'est Je travaille aussi, voilà. Je cumule multiples activités qui font que, voilà. Alors, générique et on revient vers toi.
Alors aujourd'hui, on a deux chanteuses avec nous qu'on va découvrir. Oui, voilà, qu'on va découvrir. Aujourd'hui, je vous propose d'ailleurs une émission spéciale avec deux artistes féminines qui se lancent. Voilà, j'aimerais qu'on puisse découvrir un peu leur univers dans un premier temps. Et dans un second plan, on parlera justement de la thématique choisie. Voilà, je reçois aujourd'hui Sephora et Melchan. Bienvenue. Bonjour Sandy. Bonjour. Bonjour Monsieur Zandronis. Bonjour. Alors, comment vous sentez-vous? Ça va. Ça va? Ça va, très bien. La thématique, ça vous parle? Je pense qu'il y a des choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire. On me dit à l'oreillette que vous avez pas mal de choses à dire. Ah, bon Dieu. Aujourd'hui. Bon, on va essayer de tenir quand même dans les timings. Dans le petit timing. Voilà. Alors, on va vous découvrir, mesdames, puisque c'est aussi pour cela que nous sommes là. Je vais commencer avec toi, Sephora. Alors, qui est Sephora? Parle-nous de toi, de ton identité musicale. Alors, Sephora, c'est une jeune artiste pointe-noirienne. Donc, oui, Pointe-Noire représente M. Zandronis. Donc, voilà, mon univers musical, en fait, il se traduit tout simplement par le côté caribéen. C'est ce que moi, je veux représenter à travers ma musique. Et je m'inspire en fait un peu de tout ce que j'entends parce que j'ai pas envie de rester dans une case. D'accord, très bien. J'ai pas vraiment envie de dire que j'ai un registre attitré, voilà. Mais justement, Sephora a déjà sorti 3 titres. Un titre, 7 titres, c'est ça? C'est ça. Voilà, Dancehall, un titre de Dancehall, voilà. Puis un featuring avec Warped, Reggae. Exactement. Et dernièrement, le titre À jamais. Tu devrais l'écouter d'ailleurs, on va l'écouter tout à l'heure. Très, très caribéen tout ça. Oui, voilà. Exactement. À jamais, un featuring avec Kérosène. Donc on retrouve Sephora dans 3 registres différents. Est-ce que vraiment ce que tu as envie de prouver, c'est que tu es, en fait, montrer plus ou moins que tu es une artiste éclectique? C'est bien ça. C'est exactement ça, puisque comme je disais, j'ai pas envie d'être enfermée dans une case, puisque au niveau de ma musique, je compose en fonction de ce que je ressens, mes émotions, ce que j'entends aussi, les tendances. Donc forcément, on essaie de rentrer, j'ai pas envie de le dire dans un créneau, mais à travers cette DA-là, j'ai vraiment envie de montrer tous les aspects de l'artiste Sephora. Très bien. Et toi, Melchan, du coup? Parle-nous de Melchan. Sephora a très bien parlé. Effectivement, Melchan, bon, je suis une artiste toute récente, on va dire. Je suis dans la musique depuis longtemps, mais c'est vrai que je me suis lancée dernièrement avec mon titre Tichou, mon premier single. Tichou. Tichou. Ça promet. Voilà, Tichou. Un peu de douceur. Quel Tichou? Tichou, le Tichou qu'on veut, hein. D'accord. Le Tichou qu'on se choisit. Notre Tichou. Voilà. Donc à travers cette musique, j'ai voulu montrer que la femme peut oser en fait parler de ses sentiments, aller de l'avant en fait. Et comme elle l'a si bien dit, je pense qu'être une artiste éclectique, c'est important, puisque la musique, il n'y a pas de frontières. Je suis pas une artiste de zouk, je suis pas une artiste que de R&B, une artiste que de gospel ou de quoi que ce soit, puisque je fais du gospel aussi. Mais en fait, la musique n'a pas de frontières. Je peux tant bien faire, comme je l'ai fait avec mon titre Tichou, qui est un peu lusophone, arythmique, un peu keys. Voilà, ça sympa. Demain, je peux me lancer dans de l'afro, comme je peux me lancer dans du R&B, qui est mon univers principal. Justement, j'allais te demander quelles sont tes influences musicales. Mes influences sont plutôt américaines, à vrai dire. Non pas que je n'aime pas ma culture locale, mais c'est vrai que j'aime beaucoup une artiste en question qui s'appelle Jasmine Sullivan. Brandy Norwood aussi, parce qu'elles ont des timbres de voix assez un peu éraillés, tu sais, elles font des couloirs, elles t'emportent en fait dans la musique. Avant même que ça commence, tu te dis waouh, c'est la chanson. Ça t'imprègne. Et c'est ce que, voilà, ça t'imprègne. Et je veux pouvoir, à travers ces influences-là, également locales, caribéennes, comme l'a si bien dit Sephora, pouvoir montrer mes émotions à travers ma musique de la même manière. D'accord. Et toi, Sephora, alors qu'écoutes-tu dans ta chambre, dans ta voiture, dans ta salle de bain éventuellement? Alors moi, j'écoute Rihanna. Okay. C'est clairement the inspiration, puisque Riri, elle nous a montré qu'elle est là, surtout en tant que caribéenne. Nicki Minaj aussi, ça a toujours été depuis l'enfance. Aujourd'hui, il y a Shensia qui a une très grande place aussi et que j'écoute énormément.
Et au niveau des artistes locaux, moi je dirais Kalash. Kalash, c'est vraiment l'artiste que j'écoute très souvent, puisqu'il a prouvé... Il a prouvé que c'est un grand artiste. Voilà. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la jeunesse? J'aimerais qu'elle nous parle un petit peu du début, d'où vous est venue cette envie de chanter. Hein? Est-ce que c'est depuis toute petite? À quel âge? Est-ce que vous avez dans votre famille des musiciens, des chanteurs? Alors, Melcha, vas-y. Merci Sephora. Alors, j'ai toujours aimé chanter. Je chante depuis toute petite. J'étais même dans une école de musique il y a très longtemps, l'école de musique de Georges Troupé à l'époque, qui s'appelle Kimball. Je ne sais même pas si elle existe encore. Bon, ah oui, c'est un groupe de Sainte-Anne. Donc voilà, je suis Sainte-Annaise, oui, donc c'est pour ça. Beaucoup de Sainte-Anne sont passés à Kimball. Voilà, mon inspiration, je pense que ça a été mon père vraiment, puisque c'est lui qui m'a offert mon premier synthé. C'est lui qui m'a offert mon premier MP3, ma première radio, qui me faisait il y avait des vinyles à la maison, je dansais sur ses pieds. En fait, ce sont des images d'enfance qui me réconfortent et qui me disent que voilà, la musique a toujours une place importante dans ma vie, et notamment dans mes moments de stress. Je pense un peu comme tout le monde, hein, quand tu te sens pas bien, tu as envie de laisser la journée derrière toi, et puis tu te mets à nu devant tes émotions, tes sentiments, et tu commences à chanter à 2h, 3h du matin, déranger le voisin, ta maman qui te dit gentiment de parler, de chanter moins fort. Voilà. Donc oui, la musique, c'est depuis toute jeune, et c'est vrai qu'aujourd'hui, je me sens, je pense, prête à pouvoir me lancer, à pouvoir montrer, faire passer mon message, puisque forte d'expérience que j'ai eue dans la vie notamment, parce que la musique, c'est vraiment des émotions, c'est une personnalité en fait que tu dévoiles, c'est ton toi profond que tu montres au monde en fait. Donc voilà. Très bien. Et toi, Sephora? Alors, moi, la musique, ça fait partie de moi, puisque depuis l'enfance, alors j'étais à la chorale paroissiale à Pointe-Noire. J'ai également beaucoup chanté avec mon oncle Jackie. Donc, en fait, j'ai pris des cours de musique des cours de chant, avec lui. Et également, j'ai quelqu'un dans ma famille qui est artiste, et étant donné que depuis petite, en fait, je le vois évoluer, je le vois donner de sa personne. Voilà, ça m'a pas forcément donné envie, mais en fait, en le découvrant dans cette facette, je me suis dit, c'est beau, c'est une façon d'évoluer, c'est une façon de transmettre des émotions. Et c'est Yannick Cabrion, donc c'est mon cousin Germain, et je suis très fière de lui, de son parcours. Et je ne cherche pas, en fait, à suivre forcément les mêmes traces que lui, mais en tout cas, il m'a fait avoir moins peur de cet aspect artistique, voilà. Puisqu'on sait que le monde artistique, c'est pas facile, c'est pas évident, et de voir quelqu'un de proche dans ce milieu-là, voilà, et réussir, je te dis, bon... ça peut peut-être pas arriver. Ouais. Mais justement, lorsqu'on se lance dans la musique en tant que femme, et on parlera justement de la thématique dans un second plan, est-ce qu'il est important, selon vous, d'être bien entouré? Oui. À 10 000 %. Ah oui. Bien entouré, on parlait de ça justement dernièrement, d'avoir un socle, des personnes sur lesquelles vous pouvez compter, qui pourront justement vous accompagner durant cette aventure. Est-ce qu'aujourd'hui, vous estimez avoir ces personnes, ce socle? C'est faux. Alors, moi, de mon côté, j'estime en partie avoir ce socle, puisque, bon, j'ai mon manager avec moi, j'ai travaillé avec la prod de Deb Studio, donc c'est quand même bien encadré. Mais effectivement, certaines fois, on peut sentir j'ai pas envie de dire qu'on est un peu laissé au dépourvu, mais que l'artiste n'est pas complètement écouté, en fait, certaines fois, dans certains aspects. Et mais hormis ça, oui, je me sens quand même encadrée, voilà. Melcha? Moi, de mon côté, exactement pareil. Hein, mon manager qui, depuis le début, me soutient, qui est là derrière moi, qui assure mes arrières, on va dire musicalement parlant. Mes proches, mon entourage, fidèle au poste,
c'est eux en tout cas qui m'ont poussé à me lancer vraiment, puisque à force d'entendre Melshane, tu as une belle voix, vas-y, j'aime bien cette chanson, pourquoi tu fais pas ci, pourquoi tu fais pas ça, tu te poses des questions, tu te dis pourquoi pas moi également, et tu as envie d'aller de l'avant, et tu fais de petites vidéos de temps en temps, et tu as des retours positifs, et en fait c'est les gens qui te poussent, leur amour, leur soutien, et c'est important en fait, parce que sans ces personnes on n'est rien. Et oui, effectivement, un bon maintien psychologique, un bon entourage, c'est très très important. C'est sûr, c'est sûr. C'est la base. Je crois que vous composez vos textes, c'est bien ça? Oui. Donc, À Jamais, tu l'as écrit? Alors, je l'ai écrit avec Dacia Dollars. Donc, en fait, on était au studio et on cherchait une thématique, justement, sur laquelle parler. Et moi, en fait, je lui avais raconté une anecdote qui s'était passée pour moi. Et c'était clairement une peine de cœur. Donc, forcément... Oula, du vécu, alors. Là, voilà, jamais. moi, je parle que de mon vécu dans mes morceaux, que ce soit Ma couleur ou À Jamais. Ces titres, c'est autre chose. Mais en tout cas, pour l'histoire, en tout cas, d'À Jamais, ça s'est fait comme ça. On a écrit à 2. Il est fort ce titre. Hein? Oui. Justement, j'allais te poser la question, est-ce qu'il y a vraiment un sens caché, une histoire vraiment derrière ce titre? Les paroles sont quand même profondes, c'est poignante. C'est un titre, je pense, qui parle à beaucoup de femmes, à toutes les femmes. Hein? Coucou, donc, voilà. C'est ça. Donc, merci, Sephora. Et toi, Melshane, du coup, est-ce que ton titre Tichou, c'est du vécu, c'est une déclaration d'amour? Alors, oui et non, entre guillemets. C'est-à-dire qu'à travers, en fait, l'aspect dansant que je mets dans mon titre chaloupé, voilà, aller vers ce petit chou en question, c'est plus un sentiment, une émotion. Toutes les femmes peuvent s'imaginer en fait à leur manière, se dire comment de leur point de vue elles vont aller vers leur amour, vers leur âme sœur, vers la vie en fait. Donc moi je l'ai transmise en dansant. C'est nous t'es qu'à danser doudou, mais en vrai, c'est la danse de la vie, la danse de l'amour, la danse de l'amitié, la danse de plein de choses, en fait. C'est vraiment imagé, et le but, c'était que tout le monde puisse s'identifier, mais à sa manière, puisque l'imagination, à ce moment, vient prendre la place, et je trouvais ça vraiment sympa. Donc, j'ai écrit ça dans ma chambre un soir, 3h, 4h, un matin, du moins. Oh, donc elle a l'inspiration vraiment à 7h. Moi, c'est la nuit. Moi, c'est la nuit. J'adore la nuit, c'est le soir. Okay. Tu sais, t'as un silence, le bruit des étoiles, si on les entend. En tout cas, moi, je pense que oui. Voilà. Mais ouais. Et je sais pas, c'est venu comme ça. Et à l'occasion, justement, et je tenais à lui faire un petit coucou à Tizen, à l'occasion, justement, de son concert où j'ai été invitée à la part 2.0, j'ai eu l'occasion de pouvoir interpréter ce titre en exclusivité. Et c'est voilà, le retour, encore une fois, des gens qui m'ont dit, bon, pourquoi pas aller plus loin. Et c'est de cette expérience que j'ai voulu aller là où je suis aujourd'hui. Un titre qu'on va découvrir tout à l'heure, Danick, tu connais un petit peu? Non? Je découvre. Tu vas découvrir tout à l'heure. Voilà, on va découvrir le titre de Sephora À Jamais, mais également celui de Melshane. Alors, selon vous, mesdames, quelles qualités font un grand artiste musical? Sephora. Alors, premièrement, comme Melshane l'a dit, l'humilité, c'est la base, l'authenticité de l'artiste aussi, puisque ça ne sert à rien de se cacher en fait derrière une personnalité qui n'est pas la tienne. Pour moi, un artiste, un vrai artiste, c'est quelqu'un qui est proche de son public, proche également de son entourage, et arrive à composer en fait avec tout ça. Et c'est un échange d'émotions, c'est un échange de sentiments. Donc, pour moi, l'authenticité avant tout. L'authenticité, tu es toi, reste toi, tout simplement. À mon avis, c'est ce qui permet de perdurer dans le temps, l'authenticité, puisque, comme on dit, les masques finissent toujours par tomber, arrive un moment. Melshane, tu es d'accord avec cette réponse? Parfaitement, l'humilité avant tout, comme elle a si bien dit, c'est vrai que je pense que le contact avec le public, c'est important. Mais en tout cas, c'est ce qui me porte, c'est ce qui me pousse aujourd'hui, qui me donne envie d'évoluer, de continuer, de m'améliorer. Et c'est ça, c'est ce partage, être, je pense, un peu honnête avec soi-même, avec les autres, puisque les gens, en fait, ne recherchent pas tant... Je ne dis pas qu'ils ne recherchent pas un artiste, mais ils recherchent une personne à laquelle ils peuvent s'identifier. C'est-à-dire,
voilà, nous sommes des femmes, on a des peines de cœur, on perd des gens dans la vie, on a des soucis peut-être au travail, avec des amis. Ça arrive, en fait, c'est la vie, c'est le quotidien, en fait. Donc, à travers nos histoires, notre musique, une petite poésie chantante, raconter ça pour que les gens, eux, se disent chez eux que ça va, elle s'en est sortie. Dans sa musique, elle dit que ça va aller, je me sens bien. Dans sa musique, elle dit, cet homme lui a brisé le cœur. Mais elle vit les mêmes choses que moi. On vit les mêmes choses, en fait. On vit les mêmes choses, hommes comme femmes. Donc, la musique, c'est ça, c'est un message. C'est pouvoir le transmettre de la bonne manière, avec des énergies positives, parce que je suis très sur les énergies et vraiment beaucoup d'amour, parce que c'est important. Petite question, mesdames, on va commencer par Sephora. Si tu devais choisir entre sortir un clip qui comptabilise plus de 10 millions de vues sur YouTube ou remplir une grande salle de concert, que choisirais-tu? Sandy, pourquoi choisir? Pour moi... Je connais la réponse, mais... Moi, j'aimerais les deux, franchement, puisque avoir... c'est 10 millions, tu m'as dit? 10 millions. 10 millions de vues, c'est quand même pas mal. Et remplir une salle de spectacle, c'est une charge d'émotion. C'est pour avoir déjà chanté en prestation, ça fait tellement de bien. Au début, on est un peu stressé, mais après... Ça fait du bien, voilà, les gens te portent, les gens t'apportent de l'amour. Et c'est incroyable, en fait. Voilà, c'est juste incroyable. Donc, j'aimerais composer avec les deux, si possible. Bon, Joker, mais bon, on n'a pas vraiment... Mais en tout cas, si j'avais vraiment le choix à faire, moi, je dirais une salle de spectacle remplie. Vraiment. Très bien. Melcha? La salle de spectacle, sans hésiter. Puisque c'est, en fait, il y a le rapport réseau social où les gens te voient à travers un écran, et il y a le rapport humain où ils vont venir à ta rencontre, où ils vont venir partager avec toi justement ce que tu ressens, ce que tu leur apportes. Et je pense qu'il n'y a rien de mieux que ça, en fait, que la scène, être proche du public, voir la générosité dans leurs yeux, l'amour, le partage, c'est... Surtout que c'est pas rien, quelqu'un qui se déplace, Danick, c'est pas qui rien. Achète une place, un ticket de concert pour venir voir l'artiste, c'est quand même lourd. Voilà, mettre ses enfants à garder, aller chez la mamie, faire des trucs, le trajet, la fatigue, le travail, c'est quelque chose. Donc il faut bien leur rendre, leur donner beaucoup d'affection, pas trop quand même, mais un petit peu d'affection et beaucoup d'amour et de partage. D'accord, mais justement, comment peut-on vivre aujourd'hui de sa musique à l'ère du numérique? Et je pense que vous aurez d'ailleurs un petit message à faire passer entre les lignes, Melcham. Maintenant, c'est le téléchargement. Les CD n'existent quasiment plus. Plus du tout. Streaming. Plus du tout, donc c'est en streaming. Donc du coup, en tout cas, en parlant de ça, n'hésitez pas à streamer Tichou, qui est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Mon clip aussi sort demain à 14h sur YouTube. Donc j'espère que vous serez en rendez-vous. Et je vous prépare une bonne surprise. Sandy Kelly, qu'en penses-tu? Écoute, tu penses qu'ils seront satisfaits du clip qui va sortir? Oui, on sera au rendez-vous, je pense. Je pense que oui. Très bien, Sephora? Je pense pareil que Melchi. Pareil, voilà. Exactement. Alors, téléchargement légal? Oui, non, mais c'est normal. On le pensait, de toute façon. On le pensait fortement. Ils le savent aussi, ils vont faire les choses bien, n'est-ce pas, téléspectateurs? Très bien. Avant d'entamer la seconde partie, je vous propose de visionner le clip de Sephora et le teaser de Melchan Tichou, puisque le clip sort demain à 14h. Donc, on va commencer avec le titre « À jamais » de Sephora en featuring avec Kérosène. Voilà. On y va. N'hésitez pas à streamer. Je t'ai attrapé la main dans le sac. Je t'ai bloqué, j'ai coupé tout contact. J'ai entendu tant de promesses sans acte. J'ai entendu tant de promesses sans acte. Pas d'aller-retour, pas de passe. Tu pars à la chasse, donc tu perds ta place. T'as brisé mon cœur tel un brise-glace. Faut tout tes mots doux. Dire que j'étais folle de toi. À jamais pour toujours. Pars avec tes blablabla. 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 Pars avec tous tes blablabla. Tu parles beaucoup de loin, une fois à deux t'es distant. Tu fais le mec charmant, pourtant toujours tu me mens. Je suis pas la troisième roue du carrosse.
T'es parano, tu t'enfonces. Je t'imaginais déjà mettre genoux au sol pour qu'au final ce soit une autre qui te console. Tu m'as vendu du rêve, je consomme. Faut tout tes mots doux, dire que j'étais folle de toi, à jamais pour toujours. Pas avec tes blablabla, 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 avec tous tes blablabla. Et si moi t'avais love, moi que t'avais tout, tant que les éboues avaient toute tristesse, ou tout lève tout, moi continuer de naviguer, même l'envoyer en autre trou, aller au là, ou rappeler que moi en tout bout, t'as qu'à faire ça, bien qu'à mentir, mais seulement l'air ou pas qu'à, et vous-même ou qu'à sentir, qu'elle fait faut ou pas capable, faut que laissez-moi tranquille, vivre vers c'est trop tracas, en qu'elle dit love la tant pis, continuer d'y voir que t'as là, love en notre technique, on fait pas j'avais au tout près, trop trip, chérie, on est trop tout près, on va crier, moi toxique, mais c'est moi, on va tout faire, j'en fais un texte, pis même j'en dois me tourner. J'suis à toi et toi t'es à moi, mais j'crois pas qu'on va y arriver. Même si j'ai mal sans toi, j'ai plus foi en toi, on n'a plus rien à miser. Faut tout tes mots doux, dire que j'étais folle de toi, à jamais pour toujours. Pas avec tes blablabla, blablabla, blablabla. Tu vois pas ça? Blablabla, avec tous tes blablabla. Faut tout tes mots doux, dire que j'étais folle de toi, à jamais pour toujours. Pars avec tes blablabla, blablabla. C'est vraiment un petit avant-goût, mais très beau clip de Sephora en featuring avec Kérosène et le teaser de Melchan avec le titre Tichou qui sort demain. N'oubliez pas le clip qui sort demain à 14h. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner, YouTube, Sephora, Melchan et Instagram aussi. Voilà. Facebook, ça existe. La petite surprise, c'est qu'elles vont nous chanter quand même leur titre tout à l'heure, la deuxième partie. Donc restez bien connectés puisqu'en fait elles vont chanter leur titre en live. À tout à l'heure. Voilà. Alors, Danick, je te propose la pause. On revient avec la thématique. Oui, on prend la pause. Voilà. Bon, un petit peu d'eau, tout ça. Oui, moi, je suis fan d'eau. Voilà. Et ensuite, on revient avec la deuxième partie, avec la thématique. Je crois qu'on a un appel. On aura peut-être un appel ou deux. La place de la femme artiste dans l'industrie musicale, c'est important pour des jeunes qui débutent. Qui débutent, très important. Ce n'est pas évident. D'ailleurs, Sephora l'a dit, quelquefois on a l'impression que le manager, l'artiste n'est pas suffisamment encadré. Et ça aussi, j'entends ça souvent. À tout de suite après la pause. Ok. Voilà, si vous prenez l'antenne en ce moment, je vous annonce que vous êtes dans un ZCL un peu spécial, puisqu'aujourd'hui nous recevons Sandy qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps. Rebonjour. Rebonjour. Et elle est accompagnée de deux charmantes chanteuses de musique urbaine, de Barry de Sephora. Bonjour. Bonjour. Et aussi de Melchan. Bonjour. Bonjour. Qu'on a entendu tout à l'heure, elles se sont présentées, elles ont donné un petit peu une idée de leur parcours. Et moi j'ai envie de vous poser une question avant de m'entrer dans le cœur du débat, puisque tout à l'heure on a parlé de la place de la femme dans l'industrie musicale. Est-ce qu'aujourd'hui, je crois que c'est Melchan qui sort un clip demain. Oui, c'est ça, tout à fait. Sephora a déjà eu 3. Moi, j'ai 3 morceaux déjà. 3 morceaux déjà. Comment vous vous sentez dans l'industrie musicale d'une manière générale, déjà, avant même d'entrer dans le débat? Comment vous vous sentez? Parce que vous occupez une place particulière, ce qu'on appelle la musique urbaine, c'est ce qu'on appelle la nouvelle scène. Comment vous vous sentez dans ce milieu? Honnêtement, je me sens plutôt bien. Je pars sur le principe qu'à partir du moment où on fait ce qu'on aime, les choses vont assez bien. Alors, il est vrai qu'il y a toujours des problèmes, des soucis un peu par-ci, par-là. Je pense qu'on y viendra tout à l'heure avec Sandy. Mais actuellement, je me sens bien, puisque, comme on le disait dans la première partie, les gens te portent. Donc, même si tu es un peu stressé ou tu te dis, bon, est-ce que ça va leur plaire? Mais en fait, ils sont venus pour te voir, toi. Ils sont venus pour t'encourager, toi. Donc, du coup, c'est à toi de faire le meilleur de toi-même et d'affirmer ta place sur cette scène devant eux. Et oui, ça fait du bien. Donc oui. Sephora?
Alors, à mon niveau, en tout cas, moi, je me sens bien également, comme Melchan, puisque la musique, en fait, c'est un courant, c'est comme la rivière. Donc, en fait, tu vas rencontrer des pierres qui vont te bloquer certaines fois, et au final, la rivière, elle continue à couler. Donc, forcément, il y a des obstacles, hein, comme dans tous les domaines. Et c'est à toi d'avoir une force mentale. Et si c'est vraiment ta passion, si c'est vraiment ce projet que tu veux mener à bout, tu vas toujours te donner les moyens. Tu vas de l'avant. Voilà, tu vas toujours aller de l'avant et te donner les moyens d'y arriver. Mais justement, c'est la thématique aujourd'hui, la place de la femme, c'est ça, dans l'industrie musicale. Est-ce que selon vous, il est plus difficile pour une femme artiste aujourd'hui de percer? Puisqu'on va parler des problématiques, des obstacles, comme tu le disais, Sephora, auxquels les femmes sont souvent confrontées. Donc, est-ce qu'il est plus difficile, selon vous, mesdames, on va commencer avec Melchan, pour une femme de percer aujourd'hui? Alors, je dirais oui et non. En soi, percer dans la musique, je ne pense pas que ce soit... si tout le monde chante maintenant. Tout le monde chante, donc voilà. Mais c'est vrai que, bon, de par ce que j'ai déjà entendu, je ne l'ai pas encore vécu, mais on connaît tous les aboutissements de certaines choses, qu'il faut être proche de certaines personnes pour arriver à tel endroit, qu'il faut avoir telle ou telle chose, avec telle affinité avec telle personne. Et c'est vrai que bien souvent, en tant que femme, on n'est pas forcément comprise, on est jugée, puisqu'il y a des choses que vous n'allez pas faire avec des hommes. Les hommes, c'est plus facile pour eux d'arriver à certaines places, à certains endroits, tandis que la femme, on va moins se l'écouter. Oui. Après, je n'ai pas encore eu cette expérience jusqu'à maintenant, mais je sais que voilà, ça peut être difficile. La deuxième question importante, il faut poser à Sephora aussi. Oui. Nous sommes toujours dans l'industrie. En fait, je voulais quand même avoir la réponse de Sephora. Pour la même question? Oui, voilà. Oui, pour moi, la place de la femme dans l'industrie musicale aujourd'hui, c'est compliqué. Puisque moi, je parle à mon niveau. À travers ce que je vois, la femme est beaucoup traitée comme une femme objet, comme un objet. Exactement. Donc en fait, oui, moi je n'ai pas peur de le dire, puisque il faut montrer tout le temps que tu as du charisme, il faut avoir une certaine façon de s'habiller, il faut avoir du sex appeal aussi, parce que le sexe est vendeur. Voilà. Alors voilà, on disait tout à l'heure en backstage, on entend souvent cette phrase, c'est plus vendeur. Voilà. Alors aujourd'hui, chez la femme artiste, qu'est-ce qui est plus vendeur? Ce qu'elle va dégager, ses textes, sa voix, son talent, ou autre chose? Pour moi, clairement, une femme artiste devrait être d'abord jugée à travers son talent, certes son charisme, puisque tu passes à l'image, donc tu es obligé de renvoyer quelque chose. Mais de là à me dire oui, tu dois mettre des tenues un peu plus sexy pour donner aux hommes envie de consommer. Il faut. En fait, on a l'impression qu'on est dirigé et. Voilà, une voiture pilotée. Voilà. Oui. Je voulais revenir sur ce que tu as dit tout à l'heure. Tu aimes beaucoup Rihanna. Oui. Mais elle est très sex appeal, Rihanna. Oui, parce que ça fait partie de sa personnalité. Voilà, ça fait partie. C'est comme Cardi B. Je parle seulement de Rihanna. On peut en prendre des exemples. C'est comme Cardi B. Cardi B, elle a son sex appeal. C'est une femme, elle s'affirme en tant que ce qu'elle est. Moi, si je suis plus réservée, si j'ai pas forcément envie de montrer. Ça doit pas être un frein. Voilà. Oui. Mais certaines fois, en fait, on a l'impression que c'est un frein parce que tu as peur de passer un palier. Donc non, en fait, c'est juste mon respect. Alors justement, c'est la question que je te disais. Est-ce qu'il est plus difficile pour une femme de percer dans la musique aujourd'hui? Et on va prendre tout à l'heure une autre chanteuse que j'ai essayé d'avoir. Pour la femme, s'il faut, peut-être, on va commencer par Melchan. Est-ce qu'il est plus difficile pour la femme? On va dire oui. Alors, moi, je suis partagée, puisque, encore une fois, je n'ai pas l'expérience de Sephora. Et c'est vrai que j'en entends parler très, très souvent. On le sait tous. C'est un sujet de... Mais encore une fois, moi, pour ma part, en tout cas, pour ce que j'ai déjà vécu dans le milieu musical, donc pas vraiment grand-chose pour l'instant, c'est la passion.
Donc, à partir du moment où tu aimes ce que tu fais, à partir du moment où tu as, comme on l'a dit si bien tout à l'heure, un entourage, à partir du moment où tu as ta fanbase, entre guillemets, des gens qui te soutiennent, qui sont là, qui t'écoutent, qui attendent de toi, en fait, le meilleur, que tu t'affirmes, que tu évolues, en fait. Je pense que ça peut aller que pour le mieux. Mais bien évidemment, il y a toujours, comme elle le dit, hein, tu dois faire attention à ce que tu dis. Tu dois faire attention à ce que tu fais. Maintenant, si tu as envie d'aller danser, tu ne dois pas danser n'importe comment parce que Melchan passe à la télé. Il faut avoir une image, en fait. Il faut avoir une image constamment. Et c'est vrai que ça peut être pesant, honnêtement. Moi, ça m'arrive déjà. Hein. C'est des proches qui me disent « Mais c'est vrai, mais tu vas passer à la télé, on ne pourra plus aller danser, on ne pourra plus aller dans peut-être ce restaurant, telle chose. » Parce que forcément, qui dit passe à la télé, dit doit avoir un comportement exemplaire. Alors que nous sommes des êtres humains à part entière. Si tu as envie d'aller boire un verre, d'aller, je sais pas moi, d'aller en vacances, d'aller t'amuser, faire la folle sur une plage, danser, être en maillot, voilà. Mais maintenant, tout est matière à critiquer, tout est matière à juger. Et les gens qui ne veulent pas forcément te voir réussir, puisque ça existe, hein, des gens qui, pour X ou Y raison, ne t'aiment pas ou n'aiment pas forcément ce que tu fais, donc qui relie les deux. Puisque comme je n'aime pas ta musique, je ne t'aime pas. Tu vois. Donc voilà. Et toi, Sephora, est-ce que c'est plus difficile pour une femme de percer? Oui. Oui et non. Oui et non, puisque je vais... En fait, j'aime pas prendre des exemples, mais je suis obligée, puisque c'est la réalité. Aux États-Unis, les femmes n'ont pas de difficulté à percer. Pourquoi? Parce qu'elles sont soutenues. Pourquoi? Parce que leur communauté est à fond derrière elles. Pourquoi? Parce que elles sont écoutées partout dans le monde. Et comme il y a la barrière de la langue aussi, puisqu'il y a beaucoup de choses que nous n'arrivons pas à traduire de notre côté. Donc, d'un côté, oui, certaines femmes arrivent à percer dans ce milieu. Et de notre côté, quand tu parles français, c'est un peu compliqué, j'ai envie de dire, parce que le français est compris par énormément de personnes. Tu as une certaine approche en fait à avoir au niveau de ta musique. Donc forcément, si tu n'as pas le soutien nécessaire, ça sera compliqué pour toi. Après, ça dépend parce que tu sais l'anglais aussi. On va prendre quelqu'un au téléphone. Alors, je vais vous expliquer. J'ai voulu avoir deux chanteuses qui font à peu près le même style de musique. Alors, d'abord, j'ai demandé à Florence Napri. Malheureusement, elle est en enregistrement. Elle m'a dit que ça va être compliqué. Et parce qu'elle fait de la biguine, mais elle fait autre chose. Et j'ai demandé à une chanteuse encore plus ancienne, Madame Kaona, qui a 50 ans de musique, de carrière. Et je crois qu'on l'a au téléphone. Est-ce qu'on l'a au téléphone? Oui. Oui, Madame Kaona, on vous écoute. Alors, la question qui est posée, est-ce qu'il est plus difficile, puisque vous avez un demi-siècle de chant, pour une femme de percer dans la musique aujourd'hui? On ne l'entend pas. Moi, je ne l'entends pas. Hein. Oui, je ne l'entends pas. Oui, attendez, le temps qu'on règle le son. Oui, allez-y. Allô? Ah, c'est le... Oui. Il y a un retour. Je crois que c'est le micro qui est ouvert là. Non, c'est même pas ça. Allez-y, on vous écoute, Madame Kaona. Oui, bonjour. Oui. Bon. Allô? Oui, on vous écoute. On écoute, on va discuter. Alors, Bonjour, Madame Kaona. Bien retour. Bonjour les filles. Bonjour. J'aime bien. Oui, il y a deux retours. Compliqué. Est-ce que j'ai compris ça? Est-ce qu'il est plus difficile pour une femme de percer dans la musique aujourd'hui, vous qui avez une carrière assez longue déjà? Je crois qu'elle n'entend pas. C'est dommage. Oh. Oui, on vous entend. On vous entend, allez-y. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Oui. Allô? Mais il faut éteindre votre télé parce que ça fait un retour. Si vous êtes devant votre poste de télé, il faut l'éteindre parce que ça fait un retour. Bon, alors, monsieur, bonjour tout le monde, merci pour cette invitation. Je salue les filles qui sont là. Eh bien, moi, mon expérience en quelques mots, c'est la route est longue et quand on prend le départ, il ne faut pas qu'elle va être à la distance. Alors, je salue un peu ces filles qui sont très enjouées, qui ont beaucoup d'optimisme, mais je vous dis
que la vie d'artiste n'est pas une vie simple, d'une part. D'autre part, il y a beaucoup de choses à évoquer, mais je n'aurai pas le temps. Simplement vous dire que quand on a décidé de chanter, il faut savoir d'abord ce qu'on veut soi. Moi, c'était un peu différent, parce que vous êtes des artistes qui vous êtes jeunes, et moi, aujourd'hui, je suis quelqu'un qui a déjà, comme l'a dit tout à l'heure M. Landrodiste, j'ai 50 ans de carrière, mais j'ai eu quelque chose de lourd à porter durant 29 ans. Savoir, on m'a transmis, Mme Mondorivel m'a transmis ce fameux chanson et m'a ordonné, elle m'a donné la mission de sauvegarder la musique. Je vous entends parler de calage, je vous entends parler de tas de choses. Vous savez que l'autre jour, j'ai fait mes 29 ans de chanson, une façon pour moi de tirer ma révérence en quelque sorte. Eh bien, je vais vous dire quelque chose. J'ai invité M. Mickey Sadik, parce que quel est mon objectif? Tout ce que je voudrais faire partir aujourd'hui, si vous m'avez appelé, c'est ça l'essentiel, c'est de vous dire que c'est bien beau de faire calage, de faire tout ce que vous voulez. Mais n'oubliez pas que nous avons, comment dirais-je, des fondations. Et les fondations, c'est la bidine. Vous pouvez faire quelque chose de très intéressant, de très joli, mais mettez un petit peu de bidine dans ce que vous faites. Faites ce mélange. Et c'est ça que je vais essayer de faire avec M. Sadi, avec tout le monde, de façon très bien sûr, je vous l'ajoute au téléphone, ça sera le bidine dans le sol Portugal. Et vous êtes très joli, c'est vrai, mais vous pourriez apporter quelque chose de nouveau en incluant dans vos créations, bien sûr, dans vos créations, un petit peu de tout. Ceci dit, la biguine est longue. La biguine c'est quelque chose qui n'est pas comme disait une chanteuse l'autre jour à la télé, que c'était poussiéreux. Et poussiéreux, non, il y a la poussière sont les musiciens qui peuvent apporter des harmonies différentes. Mais aujourd'hui, nous avons quoi? Nous avons un tas d'outils pour pouvoir évoluer. Nous avons des modèles aux États-Unis, sur la télé, etc. Mais je vous dis quelque chose. Vous pouvez faire de la musique quelque chose de nouveau, mais avec l'évolution, avec vos créations. Espérez-vous de ce que vous avez dit pour pouvoir nous sortir une création, une vie qui soit vraiment extraordinaire. Mais je tiens à dire que la musique n'a jamais été le paradis poussiéreuse. C'est nous qui avons notre état d'esprit, c'est nous qui devons faire des choses. Merci, voilà. Madame Kaouna. Merci, Madame Kaouna. Alors, je résume rapidement ce qu'elle a dit. Il y a 15 jours, je crois, elle a fait un show avec M. Sadik. Et M. Sadik s'est associé avec elle pour faire quelque chose qui va peut-être vous intéresser, un festival de dancehall et de biguine. C'est-à-dire deux générations, puisque vous êtes la génération dancehall et la génération plus ancienne, je crois que c'est la doyenne des chanteuses en ce moment en Guadeloupe. Et donc, voilà. Bien, alors on a écouté ça et puis vous allez réfléchir. Bien, il nous reste 5 minutes pour terminer. Oui, voilà. Avant les clips. Oui, enfin, elles vont chanter. Oui. Surtout, là, quand même, elle a donné, Mme Kaouna, son avis là-dessus. Elle disait notamment que la route est longue, puisque, effectivement, il est important, comme on le disait au début, de ne pas se travestir. L'authenticité, c'est ce qui va permettre de percer. Ça. Tu le disais aussi, Sephora, tout à l'heure. Celles qui veulent, en tout cas, avoir une direction artistique où, effectivement, elles veulent être moins glamour, c'est leur choix, mais celles aussi qui voudraient faire autre chose, pour celles en tout cas qui voudraient faire autre chose, ça ne devrait pas être un frein, parce qu'en fait la femme n'est pas un objet, et que si on fait de la musique, c'est avant tout pour ce qu'on va transmettre par passion au public. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. On n'est pas obligé d'être nu en fait pour plaire, on n'est pas obligé d'être vulgaire pour être sexy ou sensuel. Voilà. C'est ça, en fait. Bon, je vous propose, mesdames, un petit live, 5 minutes. Oui. Voilà, on commence par Melchan. Ne vous battez pas. Hein. Oui. Bon, alors Melchan qui va nous interpréter son titre en direct. Voilà, le clip de C'est bon quand même? C'est bon, oui. Allez-y. Oui, comme tu veux. C'est 3. Mais c'est 3. Oui. Come on. Viens parmi nous. I'm here. Voilà, c'est parti. Tu me dis alors, attends. Musique, studio. Comme tu veux. Face à Danick. Depuis un moment qu'a gâté, qu'a chaviré, qu'un moi de tout côté. Pas sauf que j'en pouvais parler, voir ça troublant. Hey. Première fois, l'esprit en moi s'y contrôle. En tête en moi, en Jacques Avoue, moi fait des rôles. Pas laissez-moi c'est tout bébé, ça qui est troublant. Si nous t'es qu'à danser, tout. On t'y chaloupé qui très tout.
ensemble on vit nous vivre fou. Hey. En TV connaître-vous depuis longtemps. Oh baby, si chou, en veut danser avec moi jusqu'au bout. Celle mon en veut soit là, c'est vous. Oh hey, oh baby, si chou, c'est mon en veut soit là, c'est vous. En veut danser avec moi jusqu'au bout. Oh hey. Merci. Sephora. Oui, ça donne envie de danser. Allez-y. On continue avec Sephora, avec le titre À jamais. Ouais. En featuring avec Keozel. On termine avec elle. C'est avec elle qu'on va terminer. C'est parti. Ah non, tu sais pas où t'as mis. C'est ça. Il y a trop de place. Je t'ai attrapé la main dans le sac. Je t'ai bloqué, j'ai coupé tout contact. J'ai entendu tant de promesses sans acte. J'ai entendu tant de promesses sans acte. Pas d'aller-retour, pas de passe. Tu pars à la chasse, donc tu perds ta place. T'as brisé mon cœur tel un brise-glace. Fuck tous tes mots doux. Dire que j'étais folle de toi. À jamais pour toujours. Pars avec tes blablabla. 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 Pars avec tous tes blablabla. Tu parles beaucoup de loin, une fois à deux t'es distant. Tu fais le mec charmant, pourtant toujours tu me mens. Je suis pas la troisième roue du carrosse. T'es parano, tu t'enfonces. Je t'imaginais déjà mettre genoux au sol pour qu'au final ce soit une autre qui te console. Tu m'as vendu du rêve, je consomme. Fuck tous tes mots doux. Dire que j'étais folle de toi. À jamais pour toujours. Pars avec tes blablabla. 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 Pars avec tous tes blablabla. Fuck tous tes mots doux. Dire que j'étais folle de toi. À jamais pour toujours. Pars avec tes blablabla. Blablabla. Merci. Voilà. Merci. Ben voilà, on va conclure là-dessus puisqu'on va recevoir Edith dans un instant, naturopathe. On vous remercie merci, Sandy. une belle émission. On remercie ces deux chanteuses. Voilà, merci du succès, bonne chance. On vous souhaite effectivement beaucoup de succès, le clip de Melchan. Donc n'hésitez pas à les suivre sur leurs différents réseaux sociaux. Oui. Sephora avec un C. Voilà. C'est important. Point officiel sur Instagram. Melchan. Voilà. ZCL News, bien entendu, bien sur Insta, Facebook. Et Sandy Kelly sur Instagram et Facebook. Dernière page de pub et on se retrouve tout de suite avec Edith pour... on va finir avec Edith jusqu'à 15. À tout de suite. Bye bye. Voilà, il est exactement un petit peu plus que 14h. 14h pile, non, 14h pile. Et on reçoit Edith Ewilius, notre naturopathe du jeudi, qu'on espère retrouver un petit peu plus souvent quand même. Bonjour Edith. Bonjour Danick. De quoi on parle aujourd'hui? On va parler aujourd'hui de bilan de vitalité. Bilan de vitalité, alors qu'est-ce que c'est exactement? Alors, le bilan de vitalité fait partie même du concept de la naturopathie. À ne pas confondre avec le bilan de la médecine conventionnelle. Bilan de santé. Parce que le naturopathe, son travail est basé sur plus aller chercher la cause de la cause. La cause de la cause. La cause de la cause. Oui. Et donc, le bilan de vitalité, c'est un questionnaire, à peu près il y a une centaine de questions, qui va scruter toutes les sphères du corps. Par exemple, si on commence par la sphère digestive, dans la sphère digestive, on aura des sous-titres. Par exemple, on va poser une dizaine de questions sur la sphère intestinale, à peu près 5 questions sur la sphère du froid, à peu près 3 questions sur le pancréas, sur la rate, sur l'estomac, sur tout ce qui
a trait à la sphère digestive. Ensuite, mais ça se passe dans un concept de convivialité avec le client, puisqu'il est à son aise, ça prend 1h30, et il s'agit de poser des questions en profondeur, et il s'agit aussi pour le client de répondre correctement. Parce que le concept du bilan de vitalité, c'est faire le client aller à l'intérieur de lui-même, en lui posant les questions, et qui dit, ouais, mais c'est vrai, l'anténie, bouche empâteuse, l'anténie, par exemple, j'étais constipé, là j'avais peut-être une infection urinaire. Et cette personne qui a des troubles, qui sont des symptômes, qui ne sont pas une maladie, qui ne sont pas une pathologie, alors cette personne peut-être va faire des radios, et on lui dit qu'elle n'a rien. Et donc, mais la personne, tous les jours, se dit, mais en y bitin, puisque je ne me sens pas bien. Donc, je dis que les deux sont compatibles, la médecine conventionnelle et la médecine traditionnelle. À ce moment-là, cette personne cherche un naturopathe, en l'occurrence, le serviteur qui est sur le plateau aujourd'hui, vient me voir et je vais lui proposer ce bilan de vitalité qui ira chercher, en lui posant des questions sur les principales sphères, qui ira chercher la cause. Et à la fin de ce questionnaire, ça prend 1h30, et puis... Il y a combien de questions à peu près? Il y a une centaine à peu près. Voilà. Une centaine, parce qu'il y a la sphère nerveuse. Il y a la sphère nerveuse, il y a le bilan alimentaire, il y a la sphère urinaire, il y a la sphère intestinale, il y a la sphère squelettique. Il y a à peu près 10 sphères, et dans les sphères, il y a des sous-titres. Et donc, par exemple, combien d'eau que vous buvez par jour? Est-ce que vous mangez vite? Est-ce que vous mangez lentement? Est-ce que, bon, vous avez des lourdeurs à l'estomac? Donc, ce sont des questions bien précises qui vise l'organisme de la personne. Et donc, à l'issue du bilan de vitalité, je fais un compte-rendu, et ce compte-rendu nous permet, puisque cette personne n'aura pas menti sur le fonctionnement de ses organes, c'est pour cette raison que je demande de me dire la vérité, de ne pas dire non alors que c'est oui, de ne pas dire oui alors que c'est non. Et à ce moment-là, à la fin, je fais un compte-rendu, et pour déduire quelle est la cause du symptôme que la personne a. Pourquoi le corps n'est pas bien, pourquoi elle se sent mal, pourquoi peut-être la radio lui dit qu'elle n'a rien. Et donc, et à ce moment-là, maintenant, je mets en place un protocole. Quand on a trouvé la cause de la cause, je mets en place un protocole. Chez le naturopathe, on dit un protocole. Chez le médecin, on donne une ordonnance. Donc, je mets un protocole qui ira prendre en compte les causes. Par exemple, dans la sphère des yeux, je peux poser la question, avez-vous les yeux secs? Avez-vous les yeux qui vous démangent? Avez-vous les yeux qui sont sales le matin au réveil? Dans la sphère urinaire, je peux poser la question, combien d'urines faites-vous par jour? Quelle est la couleur des urines? Est-ce qu'il y a des particules dans les urines? Dans la sphère digestive, êtes-vous ballonné? Avez-vous des remontées acides et des brûlures d'estomac? Donc, en fonction des réponses dans ces différentes sphères, vous avez vu des sphères qui ne correspondent pas. Mais il y a un élément clé qui fait que. Et donc, on peut déduire, par exemple, vous êtes en déshydratation chronique. Et donc, à ce moment-là, on va traiter la cause de la déshydratation. La cause, c'est que cette personne n'est pas suffisamment hydratée, n'a pas une bonne gestion de l'eau. Donc, on est allé chercher la cause, mais on va traiter la cause de la cause. Et donc, ce protocole que je mettrai sur pied ira déjà dans un premier temps nettoyer les organes, détoxifier les émonctoires pour laisser passer cet encrassement qui permet au corps d'être en affaiblissement, parce que tout est lié. Vous savez, le corps, c'est quelque chose de très complexe. Et quand je parle de bilan de vitalité, quand je parle d'énergie vitale, je parle tout bonnement aussi d'immunité. Parce que quand je mets le protocole sur pied,
cette personne commence le protocole, ça peut être des infusions à base de plantes médicinales, ça peut être de la gémothérapie, ça peut être des bains de pieds, des bains de vapeur, ça peut être aussi des huiles essentielles, ça peut être aussi la réflexologie plantaire qui est très bonne pour le corps, parce que je dis toujours, ma réflexologie plantaire, elle est thérapeutique. La réflexo va détoxifier le corps, donc va chercher l'énergie vitale du corps et relance le corps en vitalité. Et donc, et après, cette personne fera son traitement sur 1 mois, 2 mois, 3 mois, mais un traitement naturel. Et ensuite, après le premier trimestre, je peux lui proposer de faire un deuxième bilan de vitalité pour voir, pour qu'on puisse faire la comparaison. La première fois, cette personne était venue, il avait peut-être une plaie qui ne se guérissait pas. Parce que quand le corps est en affaiblissement, quand le corps est impacté de toxines, quelquefois on a un petit bobo, on a une plaie qui ne se ferme pas, qui ne guérit pas. Et le deuxième bilan permettra de voir l'avancée de l'énergie vitale. Et on peut aussi faire un troisième bilan. Mais il n'y a pas que, puisqu'il faut conseiller tout au long de ce traitement, il faut conseiller ce client comment il doit faire. Par exemple, il faut avoir une bonne alimentation, il faut bien se nourrir. Bien dormir aussi. Il faut bien dormir, oui. Il faut un sommeil de qualité, oui, il faut dormir suffisamment. Et suffisamment boire beaucoup d'eau. Et suffisamment, il faut mettre en place une gestion. Ça pas de l'eau là, c'est problème. Bah, oui. Ah oui, parce que ça fait très longtemps que je parle de l'eau sur les différentes interventions que je fais, puisque j'ai fait une belle formation au Canada sur les fondements de la santé, l'eau, le sommeil, le soleil et la nature. Et je dis toujours aux gens, une hydratation très chronique peut déstabiliser un corps. C'est entre guillemets, peut vous donner un amaigrissement non contrôlé, oui. Ou qu'à maigrir, parce que il y a les cellules s'endurcissent, et le corps n'est pas hydraté comme il se faut, ou n'y a mal tête qui pas fini. Et donc, l'eau, c'est un élément important. Donc, je disais qu'un manque d'eau dans le corps, une déshydratation chronique, donne un vieillissement prématuré, un amaigrissement non contrôlé et non maîtrisé. On a la peau qui devient très plissée. Donc, ça, c'était juste une parenthèse. Et donc, le bilan de vitalité maintenant, quand il est bien suivi, quand il est bien fait, il permet au corps de retrouver progressivement sa vitalité. Et le client, il se dit, bon, ça va nettement mieux déjà, parce que j'arrive à mieux dormir, je n'ai plus ces problèmes de ballonnement, je n'ai plus cette sécheresse aux yeux, je n'ai plus. Pourquoi? Parce qu'il a mis en place les différentes techniques naturel que je lui ai donné et le corps même reprend en régénérescence. Donc le bilan de vitalité permet la détoxification du corps et ensuite permet au corps de se régénérer, de se revitaliser. Alors Edith, je vais quand même poser une autre question. Est-ce qu'avant qu'on consulte un naturopathe, une naturopathe comme toi, est-ce qu'il faut commencer par un bilan de vitalité avant aucun traitement? C'est-à-dire, la question elle est très bonne, Danick. Quand j'ai un client pour la première fois, la toute première fois, je propose une réflexologie plantaire. Oui. Parce qu'à partir de la réflexo, on peut déjà voir quels sont les organes qui sont affaiblis. Je peux déjà mettre un protocole. D'ailleurs, c'est ce que je fais tout le temps. Je mets des protocoles à l'issue d'une réflexologie plantaire. Mais le bilan de vitalité, il va chercher en profondeur les zones d'encrassement et les zones qui sont affaiblies. Donc, on peut aussi faire le bilan de vitalité, faire le protocole et faire la réflexologie plantaire. Parce que les clients qui sont avec moi depuis très longtemps me disent que bon, ça va nettement mieux et... J'ai fait une réflexologie, je vous dis ça aux gens qui nous regardent en ce moment. J'ai fait même 2 réflexologies. Alors, autre question, Edith. Alors on parle beaucoup depuis de remèdes gracieux, mais quand je suis venu dans ton cabinet, j'ai vu quand même il y a beaucoup de petites bouteilles avec des produits. Que sont ces produits en général? Alors tu vas avoir beaucoup de petites bouteilles parce que j'adore faire mes huiles essentielles. Oui. Par exemple, pour la Covid, j'ai fait plusieurs huiles, dont une qui s'appelait Prends précaution,
Donc dedans, c'était un mélange d'huiles essentielles et végétales qui remplace ce que je vais dire, ce qu'on trouve partout, le gel hydroalcoolique. C'est un mélange où on peut se pulvériser avant d'entrer au supermarché, avant de recevoir du monde. C'est pour les bactéries. J'ai fait aussi une huile essentielle, une synergie d'huile pour la sphère respiratoire, pour les virus, qui va repousser les virus. J'ai fait une huile que tu as essayée aussi qui s'appelle Soulager. Soulager, oui. Et qui a pris en compte tous les symptômes du Covid. Et jusqu'à maintenant, les gens en raffolent. J'ai pas eu le Covid, en fait. Et donc, voilà. Donc, le client du cabinet n'a pas eu de Covid parce qu'il a un bon suivi, parce qu'il a une immunité qui est bien, parce que tu as une énergie vitale qui permet au corps de repousser les virus. C'est ça. C'est ça. Quand le corps, je dis toujours, quand on a une bonne vitalité, quand on a une bonne énergie vitale, c'est le corps qui guérit le corps. Et donc, quand tu as une bonne énergie vitale comme ça, c'est-à-dire même si tu as un virus, même s'il y a quelque chose, il ne sera pas à 100%, tu l'auras au moindre coût, on va dire ça comme ça. Mais c'est très important d'avoir un corps bien énergisé. C'est très important puisque c'est un corps qui repousse la maladie et je dis que c'est un corps dont l'immunité est au maximum. Et donc, dis-toi bien pour la Covid, j'ai reçu pas mal de personnes Covidées dont je leur faisais la réflexologie plantaire et que je mettais en place des protocoles. Mais nous allons refaire une émission sur l'immunité. Oui, c'est nécessaire. C'est nécessaire. Je ne sais pas quand est-ce que tu vas m'inviter encore, mais on va t'inviter rapidement. Je vais parler d'immunité pour que les compatriotes puissent comprendre le processus de l'immunité et comment, même si le virus il est parti, il faut pas la guéguidon. Il faut se dire, faut continuer d'accord moins ça qui bon pour y panier pour nous bénir en cette naturopathe. Voilà, en tout cas, mais Edith, merci, on t'a fait attendre longtemps parce qu'il y avait ce petit débat avec les chanteuses, mais c'était nécessaire de parler de cette vitalité, ce bilan de vitalité. Je crois que beaucoup de gens qui ne savaient, moi je ne savais pas que ça existait, mais les gens le savent. Normalement, c'est le cœur de métier du naturopathe. En naturopathie, il y a plusieurs techniques, mais le bilan de vitalité, comme je l'ai dit en préambule, c'est le concept même d'aller chercher la cause de la cause. Bien. Ben, Edith, à très bientôt. Et puis, comme je le dis, peut-être qu'il y aura un débat sur la naturopathie un de ces jours. Il n'y a pas de souci. Ce sera avec plaisir. Voilà. Ben, il est 14h14. On devait finir à 15. Et bien, on a gardé 1 minute. Je rappelle qu'on a reçu en début de l'émission Maître Caroline Alix pour maîtriser, apaiser ses émotions, avec elle on a fait un point assez complet sur ce qu'on appelle la haute intelligence et les difficultés. Après il y a eu ce débat sur la place de la femme artiste dans l'industrie musicale avec 2 chanteuses qu'on découvre avec Sandy, et puis on a terminé avec Edith, la chronique d'Edith, chronique qu'on va retrouver dans quelques jours, je vous le promets. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. La réalisation c'était Yann, et puis à demain. C'était un jour soi-disant férié, mais même là il est férié, Canyon ZCL quand même, pour les gens qui à Casayo, qui partent à travail, parce que beaucoup de gens me disent, ah ouais, mais entre midi et 2, je travaille pas là, et bien voilà, ça a sauté là, et je vous remercie, à demain à la même heure, bye bye.